Vous écoutez le grand débat, issu de l'épisode S911 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 21 novembre 2024. Cette émission vous est présentée par Canon et sa gamme EOS R, des hybrides aux performances inédites pour une créativité sans limite. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec le photographe Denis Palanque pour cette grande masterclass consacrée à la photographie d'oiseaux sauvages. Alors, dans cette grande discipline qui est la photographie animalière et plus précisément la photographie d'animaux sauvages, la photographie d'oiseaux est peut-être la spécialité la plus accessible, mais pas forcément la plus simple à réaliser. La base de tout, bien entendu, c'est la connaissance des espèces, de leur comportement et de leur environnement. L'un des plus grands spécialistes des oiseaux français, Guilhem Le Saffre, un ornithologue de renom qui était administrateur de la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux, et qui est malheureusement décédé en mai dernier de cette année. On vous propose de l'écouter. Il nous avait accordé un témoignage il y a quelques années inspirant sur sa passion pour les oiseaux. Ce qui me fascine depuis presque un demi-siècle chez les oiseaux, c'est un certain nombre de choses en fait. C'est une sorte de bouquet dans lequel j'intègre l'esthétique, parce que beaucoup d'oiseaux sont beaux. C'est quand même assez agréable à observer de ce point de vue-là. Le comportement aussi, parce que ce sont des animaux, contrairement aux mammifères, dont il est assez facile d'observer les comportements, et ce sont souvent des comportements intéressants. Il y a, comme on dit, la magie du vol. Ça, je ne m'en lasse pas non plus, parce que c'est extraordinaire de voir évoluer soit un vol de migrateur, soit un rapace en chasse, et je pourrais citer d'autres exemples encore. Et puis, effectivement, il y a cette fragilité, fragilité individuelle, parce qu'un oiseau, c'est avant tout des plumes autour d'un petit peu d'air, hein. C'est une structure extrêmement fine. Les os sont fragiles pour être légers et pour favoriser le vol. Et quand j'utilise le mot pour, c'est naturellement pas... il faut pas que ce soit interprété comme quelque chose qui voudrait dire que la nature décide des choses. C'est plutôt l'évolution qui aboutit à cette chose-là. Donc fragilité intrinsèque, mais également fragilité des espèces. Et je dois dire que depuis ces 50 ans que je pratique l'ornithologie et où j'ai été amené à comprendre un petit peu ce qui se passe du point de vue de l'évolution des effectifs, je ne peux que regretter la disparition d'un certain nombre d'oiseaux, ou la diminution en tout cas de beaucoup d'espèces, et ça fait énormément de peine. La photographie a énormément progressé. Je me souviens des premiers livres que l'on se procurait, qui étaient quelquefois même assez souvent, des livres en noir et blanc. Je vous parle de la fin des années 60. C'était des livres où la couleur n'apparaissait que petit à petit, avec un matériel qui était encore assez balbutiant. Et évidemment, comme tout le monde, j'ai suivi l'évolution incroyable de la technique photographique, avec maintenant des documents qui sont absolument exceptionnels et qui suscitent mon intérêt pour deux raisons. Un intérêt esthétique, tout simplement, c'est-à-dire voir un bel oiseau photographié dans une attitude expressive, avec un plumage merveilleux, avec peut-être un accompagnement de poussins, par exemple, ou une scène de chasse, ou une scène de nourrissage, de toilette, de repos. Bref, la photographie actuelle permet d'entrer vraiment dans l'intimité de l'oiseau. La photographie est à la fois pour moi un moyen de ravissement esthétique et d'utilité scientifique. Voilà un témoignage plus que inspirant sur le sujet qui nous anime aujourd'hui. Denis, toi, c'est quoi qui t'anime dans la photographie d'oiseaux? Alors, il l'a bien souligné, c'est déjà une photographie qui est abordable. Dans le sens où moi, je crois que les premiers animaux que j'ai photographiés, c'était des oiseaux. De souvenir, c'était des moineaux dans mon jardin en noir et blanc. Je devais avoir, je sais pas, 12-13 ans avec c'était en argentique forcément à l'époque, un vieux Minolta et un 300 millimètres à miroir, qui était un maquinon, je crois, qui était de la taille d'une tasse et sûrement aussi bon que la tasse pour faire des images, quoi. C'était vraiment des photos horribles. Mais ça a l'avantage, l'oiseau, d'être de notre quotidien. On les trouve de partout, on les trouve autour de nous. Il y en a des extraordinaires, il y en a des très discrets, beaucoup plus classiques. Ça c'est un des gros avantages de ces animaux-là, c'est d'être accessible par tout le monde, au final, pour tout le monde.
Ensuite, quand on commence à s'y intéresser plus précisément, même en France, en Europe, on a des oiseaux qui sont extraordinaires, qui sont magnifiques au niveau de leur plumage. Bien évidemment, il y a le martin-pêcheur, mais même un geai. Le geai des chênes, pour moi, c'est un magnifique oiseau, quoi. Très, très subtil dans son plumage. Et après, en tant que biologiste, bien évidemment, il y a tout ce qu'il y a derrière. Donc, en termes évolutifs, c'est des formidables machines, quoi. Enfin, être capable de voler, c'est un oiseau de la taille d'un colibri, aussi bien que celle d'un condor. C'est quelque chose qui est assez extraordinaire. Et puis, leur comportement, on découvre chaque jour de nouvelles choses sur leur comportement. Je suis en train de relire pour la, je sais pas, deuxième ou troisième fois un livre de Jennifer Ackerman qui s'appelle Le génie des oiseaux, qui est juste hallucinant, qui fait un point sur toutes les nouvelles découvertes qu'on a pu faire ces 30 dernières années. Il y a tout un tas de choses sur l'intelligence, la façon dont les oiseaux utilisent leur environnement qui est à découvrir encore. C'est extraordinaire, ce monde-là. Et tu parles de livres, j'aimerais juste faire écho à la collection des oiseaux éditée aux ateliers EXB dirigée par Philippe Séclier, dans laquelle Guilhem Le Saff, qu'on a entendu, rédigeait chaque préface avec beaucoup d'érudition et de poésie. Et ça fait quelque chose de réécouter les propos de Guilhem. Pour en venir au sujet, quelle espèce on peut voir aujourd'hui en hiver, par exemple, si on veut chez soi photographier un oiseau ? Alors en hiver, le plus intelligent, c'est d'aller du côté des zones humides. Parce qu'on a normalement encore quelques hivernants qui viennent en France, qui passent et qui restent l'hiver en France. Donc ça c'est pour quelqu'un qui veut débuter, ne serait-ce que déjà l'observation, les zones humides, c'est excellent. C'est vraiment des très très bons points. On aura beaucoup de canards, mais on aura aussi des espèces hivernantes qu'on n'a pas en été chez nous. Des canards du Nord ou des hérons aussi. Donc déjà, les zones humides, c'est très très sympa. Après, on peut monter plutôt du côté des sommets pour voir des espèces hivernales comme des lagopèdes, des choses comme ça. Mais là, c'est déjà un cran supérieur. C'est un peu plus difficile d'accès. Il faut des meilleures connaissances sur leur biologie, sur leur comportement. C'est un son incroyable, le lagopède. Je ne sais pas comment on l'appelle d'ailleurs, un cri. Une espèce de son guttural, un claquement. Là. Ouais, c'est assez hallucinant. Est-ce qu'on peut croiser en France des très grands oiseaux sauvages? Parce que oui. On se projette très facilement des oiseaux moyens, comme tout s'il y dépend. avait un niveau de taille, mais voilà, les très grands oiseaux sauvages, on peut les voir en France facilement? Ouais, après ça dépend ce que tu appelles très grand, mais quand tu des prends trucs impressionnants, des trucs impressionnants. Ouais, les vautours, tu peux tout à fait aller vers les falaises de Rémusat, c'est assez facile d'accès. Pour débuter en photo, c'est absolument génial avec des oiseaux qui font plus de 2 mètres d'envergure. Donc ouais, c'est déjà... Et qui passent assez près des gens, puisque eux, ils sont là, ils cherchent les thermiques. Et donc voilà, il suffit de se poser et d'être là, quoi. Il y a des moments de la journée à privilégier quand on part photographier des oiseaux? Alors les oiseaux, comme beaucoup de vertébrés, sont quand même très actifs le matin et le soir. En journée, notamment en été, quand il fait très très chaud, la plupart, ils font comme nous, ils vont se mettre à l'ombre, ils attendent que ça passe. Après, au niveau bien évidemment des lumières, parce que voilà, on parle aussi de photographie, c'est aussi les périodes à privilégier. Une belle photo de héron pourpré qui vient se poser dans une roselière pour chasser, enfin pour pêcher pour le coup, c'est absolument magnifique, quoi. Est-ce que tu aurais quelques conseils d'outils un peu ornitho pour apprendre un peu à connaître les oiseaux, à les reconnaître et comprendre un peu leur comportement? Alors, tu as évoqué ce livre-là, peut-être quelque chose d'un petit peu plus grand public? Oui, tout à fait. La première chose, c'est le guide ornitho. Enfin, c'est d'avoir un bouquin qui identifie l'oiseau. Parce que la première chose qu'on va faire quand on va aller dehors, avant même de faire des photos, c'est de prendre sa paire de jumelles. Donc, l'outil le plus important du photographe animalier, c'est la paire de jumelles, on est bien d'accord, qui sert à tout, au repérage comme à l'observation des détails. Et donc, après, il faut savoir identifier ce qu'on voit pour savoir si c'est l'espèce déjà qu'on cherche, si on cherche une espèce en particulier. Mais de toute façon, c'est toujours intéressant de savoir ce qu'on photographie. Donc, les guides, genre guide ornitho, il y en a toute une série, sont indispensables. C'est toujours des Lachaud Nisley un peu incontournables ou il y a d'autres il y a des applis aussi. C'est des incontournables. Il y a des applis, je vais en parler. Il y a la Salamandre aussi qui fait des petits guides qui sont vraiment excellents aussi.
Après, au niveau des applis, donc il y en a plusieurs qui existent. Il y a eBird, qui est une appli américaine, qui est très très intéressante pour tout ce qui est reconnaissance de l'oiseau lui-même. Il y a des fiches techniques qui décrivent aussi ses habitudes, ses lieux de vie, tout ça. En anglais, du coup, uniquement? En anglais, oui. Après, il y a Merlin qui existe. Après, peut-être qu'elle existe en français, mais je suis pas sûr. Merlin ou Merlin? Alors, ça s'écrit Merlin. Ouais. C'est le nom du faucon émerillon en anglais, donc Merlin. Et celle-ci, elle est plus que géniale parce qu'elle vous permet aussi de reconnaître les champs d'oiseaux qu'il y a autour de vous et donc d'identifier quel oiseau vous avez autour de vous. On peut même télécharger des bases de données pour être partout où on veut dans le monde et pouvoir identifier ce qu'on a de nous. Donc c'est Cornell Lab et l'Université de Californie, je crois, qui ont développé ça. Et le gros avantage de cette appli, c'est que c'est open source. Et donc toutes les infos que nous, on enregistre, on peut leur envoyer si on le souhaite pour qu'eux, ils continuent à faire évoluer leur liste et les connaissances au niveau de la répartition géographique des oiseaux dans tel ou tel habitat. Moi, je m'en sers beaucoup dans des pays exotiques, genre Panama, Costa Rica, Brésil, des choses où je ne connais pas encore tous les oiseaux, forcément. Oui, parce qu'on parle souvent du visuel pour reconnaître une espèce, mais le son, c'est hyper important. On en a parlé à ces micros avec Marc Namblard, qui est audio-naturaliste, et c'est vrai que quand on commence à distinguer les différents types de cris, en plus c'est très subtil, un cri d'oiseau, ça peut être très subtil. Donc, je crois qu'ils peuvent émettre plusieurs sons. Ils ont des plusieurs tons avec un même son, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, avec leur syrinx. Là, c'est exactement ça. Ils ont un syrinx, du coup, ils sont capables de faire 2 sons en même temps. Ce que nous, on n'est pas capable de faire. Ouais. Et c'est fascinant. Et en fait, les vrais ornithos, donc les vrais, eux, ils reconnaissent tout à l'oreille, quoi. Moi, j'en suis pas encore là, honnêtement. Moi, je suis photographe et à la jumelle. Les sons, j'en reconnais beaucoup, mais voilà, il y a tellement d'oiseaux qui existent. Il faudrait que je passe mon temps à ça, quoi. Bon. Alors, tu as commencé un peu à effleurer le sujet de la paire de jumelles et donc de l'observation, étape fondamentale dans la photographie animalière d'une manière générale, mais évidemment aussi dans la photographie d'oiseaux. On avait fait d'ailleurs, Benjamin, une émission qu'on avait entièrement consacrée aux jumelles, qui était hyper intéressante. Et alors aujourd'hui, moi, je vous propose de découvrir peut-être l'outil ultime d'observation pour les oiseaux. C'est une paire de jumelles intelligentes qui est signée Swarovski Optics, c'est l'AX Visio et qui nous est présentée par Bruno Fouillat d'IPLN. On l'écoute. Swarovski a sorti cette petite merveille, donc c'est même la première jumelle intelligente. Donc c'est une jumelle en fait qui va être connectée à votre smartphone. Donc l'avantage que vous allez avoir avec cette connexion, c'est qu'automatiquement la jumelle va pouvoir avoir une reconnaissance et sur les oiseaux. Donc elle va vous donner le nom des oiseaux instantanément en appuyant sur un bouton. Donc il y a un réticule sur le tube droit de la jumelle. Il suffit de bien mettre donc l'oiseau au centre, on appuie et quasiment instantanément donc apparaît dans la jumelle le nom de l'oiseau. La base de données de la jumelle est en plus extensive puisque de toute façon on peut aller connecter donc à l'application Merlin, l'application aussi de Swarovski Optique. Donc elle est complètement mise à jour, elle est toujours renouvelée. Donc ça, c'est pareil, on change de continent, on ne connaît pas forcément les oiseaux sur tous les continents ou même sur toute la partie de la France. Là, c'est grâce à cet outil-là, on va pouvoir justement connaître instantanément le nom des oiseaux. C'est un gros avantage. Après, il ne faut pas que l'oiseau soit en mouvement ou soit en vol, là où c'est beaucoup plus compliqué, puisqu'en fait, la jumelle, elle va prendre une photo et la comparer dans sa base de données. Donc l'appareil photo, on est sur un petit capteur, on est sur 13 millions de pixels, donc c'est pas non plus une grosse définition. La jumelle étant 10 fois, l'appareil photo correspond à 280 mm, donc en 10 fois, on est plus proche du 500 mm, donc on n'a pas du tout la même focale. Donc on peut avoir des petites erreurs. Mais le gros avantage, c'est qu'à chaque fois qu'on va faire une identification d'oiseau, la jumelle donc va prendre une photo, ce qui fait que même si on a un doute au moment de l'observation, le soir ou 5 minutes après, on peut se connecter à son smartphone, regarder l'image et vérifier, même si on a un guide ornithologique à côté, ou partager l'image si on a vu quelque chose d'exceptionnel et qu'on a envie de le partager tout de suite, ou l'envoyer sur une base d'ornitho pour dire voilà, j'ai vu telle espèce à tel endroit, et c'est possible, puisqu'en plus de ça, donc la jumelle va prendre les coordonnées GPS de l'image, donc on a toutes les métadonnées à l'intérieur. Donc c'est vraiment un outil, je dirais, pour l'ornitho qui peut être très intéressant pour appuyer toutes ces observations derrière.
Bon, je pense qu'on aurait pu consacrer une émission entière juste sur ce produit. Quand on s'affole de voir 3 600 € pour le nouveau 2870 f2 de Sony G Master, là pour la X-Visio, faut quand même aligner 4 000 € pour s'offrir cette petite merveille de technologie. Coïncidence, tu es ambassadeur Swarovski Optics. Est-ce que tu l'as testé déjà, cette paire de jumelles? Non, j'ai prévu de la tester à Montier. Donc là, cette semaine. Non, j'ai pas encore eu l'occasion de la tester sur le terrain. Il y en a pas eu beaucoup qui ont été délivrés en France. Oh bah, tu m'étonnes, à 4 000 Et balles. c'est vrai qu'en fait, c'est son gros point faible, je pense, c'est son tarif. Parce que pour des gens qui auraient vraiment, vraiment besoin d'avoir accès à la base de données, c'est un peu hors de prix. Après, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'expéditions scientifiques notamment. Il y en a encore qui se font, ça existe. À Madagascar ou dans d'autres endroits, c'est vrai qu'avoir une paire de jumelles comme ça dans l'équipement, ce serait pas stupide. Mais comme le dit Bruno dans son témoignage, c'est hyper intéressant. C'est surtout pour les ornithos, quoi. Peut-être les purs et durs. Comme tu disais tout à l'heure, on va faire une distinction peut-être entre les ornithos et les naturalistes. Tout à fait. Et pour détecter même des espèces, parce que si ça si ça garde les coordonnées GPS, c'est super intéressant, parce qu'il y a à la fois la base de données, ok, on reconnaît un oiseau, très bien, mais il y a peut-être un oiseau qui n'est pas dans la base de données, et on va pouvoir les retrouver grâce à ces coordonnées, donc c'est hyper intéressant. Ouais, je confirme qu'en fait, on n'a peut-être pas conscience, mais en fait, en France, il y a énormément d'inventaires ornithos qui sont faits dans les parcs, dans les espaces naturels sensibles. Enfin, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de bureaux d'études qui sont chargés de faire ça chaque année, quoi. Comment on bosse, Denis, quand on fait de la photo d'oiseaux avec une paire de jumelles? Donc, j'imagine qu'on fait les repérages à la jumelle. À quel moment on passe de la jumelle à l'appareil photo? Comment ça se manipule concrètement, tout ça? C'est quoi la chronologie des choses? Alors, je dirais que ça dépend un petit peu comment dire, de ce que tu as prévu de faire. C'est-à-dire que si moi, par exemple, je travaille sur un reportage, sur une espèce en particulier, je vais déjà partir rien qu'avec ma jumelle, un calepin ou des choses comme ça, mon téléphone pour enregistrer des vocaux. Et déjà, voilà, ce sera mon outil de base pour faire mon repérage de loin, quelle que soit l'espèce. Mais après, quand tu es sur le terrain, alors que ce soit toujours dans le cadre d'un reportage ou que ce soit juste pour aller dire je pars dans la nature faire de la photo, moi, les jumelles, j'ai un harnais, je les ai constamment sur moi au niveau de ma poitrine, donc je ne les porte pas. Elles sont accessibles tout le temps. J'ai mon sac à dos par-dessus, j'ai des fois mon appareil à la main, et dès qu'il y a, on s'en sert quasiment toutes les 15 minutes, quoi. Dès qu'il y a un truc suspect, hop, on prend les paires de jumelles, on regarde, on s'en sert tout le temps, quoi. Il y a des petits supports qui existent, je le précise, chez Epic Design notamment, qui permettent de le mettre sur les capture clips, sur les sangles de sac à dos. Et quand on a des jumelles un petit peu imposantes, moi c'est mon cas, j'ai une paire que j'aime bien, Bushnell, mais qui est assez lourde, assez encombrante aussi, et cette espèce de petit accessoire est vraiment précieux, parce que une fois les jumelles sur le harnais, on les sent plus, quoi. Alors, je fais une petite parenthèse. Sur la X-Visio, Bruno m'a expliqué qu'il y avait une fonction que je trouve géniale quand on part à plusieurs se balader et qu'on emmène une seule paire de jumelles. C'est-à-dire que si quelqu'un fait une observation et identifie quelque chose à regarder, il peut mettre un marqueur dans la jumelle, et quand il passe la jumelle à son voisin, la jumelle va guider le second observateur pour venir se repositionner exactement à l'endroit qui a été marqué. Ça, je trouve ça c'est très, très ludique. Mais bon, On perd un peu de magie, mais petite c'est parenthèse. fascinant. Tu vois, pour moi qui accompagne des groupes en voyage photo, donc on a toujours un guide avec nous qui lui a souvent une longue vue, parce que des fois les gens ont du mal à voir. Souvent ils sont équipés d'un laser, donc il faut avoir des autorisations particulières pour avoir un laser et l'utiliser. Il faut vraiment être assermenté, être garde dans la plupart des parcs au monde. Mais tu vois, le fait d'avoir ce type de jumelle permettrait d'éviter d'avoir le laser, parce que des fois, juste le fait d'allumer le laser sur le tronc de l'arbre, l'oiseau s'envole, quoi. Et puis je vous laisse imaginer si on arrivait à synchroniser cette technologie-là avec le boîtier qui peut jusqu'où nous oriente. Bref, on s'égare. On se demande même pourquoi c'est pas déjà le cas finalement. Bon, avant de parler technique de prise de vue, on va parler un peu matos et essayer de dresser en quelque sorte le portrait robot de la configuration boîtier optique idéal pour cet exercice. Denis, selon toi, quelles sont les caractéristiques techniques importantes à prendre en compte au niveau du boîtier quand on fait de la photographie d'oiseaux? Alors, si on parle tout niveau confondu, c'est-à-dire sans faire de distinction entre les professionnels et les photographes plus amateurs, ce qui est essentiel, c'est d'avoir une longue focale, parce que les oiseaux, la plupart, notamment en Europe, ne sont pas très gros.
Ils sont plutôt de petite taille, donc d'avoir un minimum 400, 500, 600, c'est vraiment l'idéal. Ouais. Et un AF de compétition. Donc ces dernières années, quelles que soient les marques, les AF ont énormément progressé. Là, dernièrement, chez Canon, ils ont fait encore un bond en avant avec les derniers R5 Mark II. On va en reparler, ouais. Et le R1. Mais c'est essentiel, l'autofocus, parce que l'oiseau est bien souvent caché dans les branchages, les buissons, des choses comme ça. Ou alors, il est en vol, il faut que là, l'AF puisse suivre aussi. Donc ça, c'est vraiment les 2 paramètres essentiels, quoi. Est-ce qu'il y a toujours ce parallèle entre la PSC, plein format ou micro 4 tiers et plein format? Est-ce qu'on conseillera toujours en animalier plutôt le petit capteur? Parce qu'aujourd'hui, le plein format est devenu plus défini, il permet de recadrer. Donc est-ce que on va toujours aller quand même sur de la PSC? Parce que c'est plus abordable aussi. Bah c'est ça, quoi. 600 mm en full frame, ouais. Ça coûte en cher. fait, l'avantage de la PSC permet d'avoir des focales moins longues, donc forcément moins chères, pour avoir le même résultat que sur un full frame. On est d'accord par contre que, par exemple, je prends ce que je connais comme marque, un Canon, puisque je travaille en Canon. Si on prend un R7, qui est un excellent boîtier, la plupart d'ailleurs des photographes qui font de l'animalier aiment avoir un full frame et un APS-C en complément. On s'en sert, c'est 2 outils qu'on se sert différemment. Et bon, sur le R7, 32 millions de pixels, c'est une excellente définition. Par contre, forcément, les pixels sont très petits. Oui. Et là où ça pêche, c'est la montée en ISO. Et il y a des fois où, moi, quand je travaille dans la forêt tropicale, en sous-bois, on a très, très peu de lumière. Je fais des photos régulièrement à 12 800 ISO, 20 000, enfin vraiment. Donc là, la PSC, pour le coup, il est un peu moins bon. Parce que si tu prends ton R5 II, 45 millions, recroppé en 30 millions, ouais, tu auras une meilleure qualité. Alors ça, c'est à vérifier. C'est à vérifier aussi. Tu insistes pas mal sur l'autofocus, mais est-ce que la rafale, le niveau de bruit dans les hautes sensibilités ISO, la stabilisation, c'est aussi des trucs importants ou c'est moins fondamental? Non, si, c'est évident. En fait, c'est des choses qu'on a tellement l'habitude d'avoir maintenant qu'on n'y fait presque plus attention. Mais pour autant, la stabilisation, maintenant, on a la stabilisation optique et capteur qui se couplent. Moi, j'ai fait des photos 800 mm à main levée sur une barque qui bouge. Elles sont nettes parce que pourtant j'étais à des vitesses basses, au 250e de seconde, au 800 mm. Ouais, normalement, sur ça un rentre pas, ça, ouais. voilà, sur un animal en mouvement, l'image elle est nette, quoi. C'est quand même super important du moment où on va aller dans la nature, que ce soit pour d'ailleurs de l'oiseau ou du mammifère. Tous ces petits gadgets n'en sont pas en fait. C'est vraiment important. La rafale aussi, un oiseau en vol. Bon, je sais qu'on va parler un peu aussi de la pré-rafale, mais un oiseau en vol, alors. Il y a des oiseaux qui sont plutôt lents, pâteaux, voilà, genre des pélicans. Mais quand on photographie un colibri, pour avoir le moment où son aile elle est bien placée, qu'elle n'est pas devant sa tête, qu'elle n'est pas devant la fleur, c'est essentiel. Alors, donc toi, tu bosses avec du matériel Canon. Les super télé en Canon, ils sont blancs. Oui. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire finalement d'avoir ce gros spot de blanc quand on est dans la nature ou il faut essayer de rester un petit peu discret quand même? Alors sur ce sujet-là, en fait, ça va beaucoup dépendre de où tu es. J'entends où tu es au niveau du globe. Tu vas dans un pays comme le Costa Rica, que je connais très bien, ou même dans le parc de Yellowstone, où il y a à la fois des mammifères, tout ça, que ton téléobjectif soit blanc, bleu ou vert, les animaux n'en ont rien à faire. On voit peu des téléobjectifs verts quand même. J'en vois. Tu peux les camoufler. J'en ai vu. Ouais, non, ça ils s'en fichent, on peut dire clairement que les animaux n'en ont que faire. Et par contre, dès que tu vas aller dans des endroits où la pression humaine est beaucoup plus forte, donc en Europe, notamment aussi en France, là, voilà, si tu bouges, que tu es dans un affût, que tu as un téléobjectif blanc et que tu bascules sur la gauche, le héron que tu auras en face va s'envoler obligatoirement. Bon. Accessoires, il y a des choses un peu incontournables. On a évoqué la paire de jumelles, mais accessoires pour le boîtier, accessoires pour le photographe. Le trépied. Le trépied avec une bonne rotule pendulaire. Quand on a des longues séances de photographie, ça soulage bien parce que les téléobjectifs sont lourds, même s'ils sont de plus en plus légers, ils restent quand même lourds. Et voilà, quand on passe 6 heures dehors avec un télé, l'avoir à la main ou l'avoir sur un trépied avec une bonne pendulaire, c'est génial. J'ai fait des photos de pigargues en Alaska. Le fait d'avoir une bonne pendulaire bien fluide sur un trépied stable, au 800 mm, j'ai pu le suivre en vol et faire des super belles images. À main levée, je sais pas, c'était en fin de journée, là, parce que c'était le crépuscule. Je sais pas si elles auraient été aussi bonnes, quoi. Peut-être pour les photographes qui débutent, tu pourrais expliquer ce que c'est une rotule pendulaire? Nous, ça nous paraît évident, ça l'est peut-être pas pour tout le monde. Tout à fait. Alors, une rotule pendulaire, c'est donc une rotule qui est vraiment créée
pour les téléobjectifs. Donc ça, c'est une espèce de L, de double L. Et donc le premier L, la partie rigide est fixée sur le trépied, et le deuxième L, il bascule en fait sur un axe qui permet d'avoir un mouvement très très fluide. Si on a bien équilibré son objectif, quand on lâche l'appareil, il revient à la position d'équilibre. Et ça permet de ne pas avoir sa rotule de bloquer et d'être très 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 un genre rapide. de gyroscope manuel, quoi. C'est exactement ça. Un truc. C'est bien pour les feignants surtout. Et puis ça soulage les articulations. Non, c'est pratique. Tenue pour le photographe, est-ce que, bon, c'est des choses évidentes, mais des fois, ça fait du bien de rappeler les choses évidentes. Oui, tout à fait. Donc là, on revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a certains pays où ta tenue vestimentaire va avoir beaucoup moins d'incidence qu'en France, notamment. Si en France, tu veux aller photographier du martin pêcheur, du héron, ou pire, de la buse, qui est aussi un oiseau très commun, mais très farouche, si tu t'habilles d'une manière voyante, même ta silhouette d'humain, les mammifères sont plus sensibles à ça, mais certains oiseaux sont quand même très sensibles à notre silhouette, notamment parce qu'ils sont chassés, les canards entre autres, et les hérons, même s'ils ne devraient pas être chassés, voilà, ils craignent beaucoup l'homme. Ça, c'est important. Donc la plupart du temps, voilà, quand on veut faire un affût ou même une approche, l'idéal, c'est d'être camouflé soi-même. Ok. Alors, parmi les technologies modernes des hybrides, on l'a un peu évoqué, il y en a une qui peut être ultra intéressante, qui est assez récente aussi, pour la photographie d'oiseaux, c'est ce qu'on appelle le pré-déclenchement ou la pré-rafale. Cette techno est par exemple intégrée dans les derniers boîtiers hybrides Canon, que sont le R5 Mark II et, très prochainement, le R1. On écoute le photographe Éric Médard nous en parler. Alors oui, cette technologie de prédictive, on va dire, de déclenchement est vraiment adaptée à la photographie d'oiseaux, enfin à certains moments de la photographie d'oiseaux, enfin certains types d'affûts. C'est-à-dire que pour photographier un oiseau en train de picorer dans une mangeoire, ça n'a pas tellement d'intérêt. Par contre, pour photographier un oiseau, pour revenir à la mangeoire, par exemple, qui serait amené à se battre, l'exemple classique, ce sont les verdiers qui se battent souvent sur la mangeoire, eh bien au moment où on verrait ces deux verdiers qui commencent à être assez proches l'un de l'autre, ou peut-être qu'un combat pourrait démarrer, eh bien là c'est une technique qui est incroyable parce que on enfonce en effet le déclenchement à mi-course, ça lance un processus de prise de vue en fait qui va s'effacer au fur et à mesure si jamais ça dure un petit peu au niveau de la mémoire tampon, et au moment où on déclenche vraiment, eh bien on a peut-être une seconde, je ne sais plus exactement, mais peut-être une seconde d'images qui sont conservées avant le moment même où on a appuyé sur le déclencheur, ce qui fait que des comportements qu'on n'arrive pas à figer tout simplement parce que ça va beaucoup trop vite par rapport à notre temps de réaction, eh bien là ces moments-là sont figés en avant-première, on va dire, avant qu'on ait vraiment appuyé. Donc ils sont sur la carte mémoire et ça pallie à notre lenteur de réaction par rapport à un envol ou à un combat d'oiseaux, par exemple. Si on connaît bien son sujet, on observe ses comportements, on observe ses postures. Chez l'oiseau, par exemple, assez souvent, ça va se concrétiser par le plumage qui se resserre le long du corps, avec une attitude un petit peu plus contractée qui montre que ça va être prêt à décoller ou que ça va être prêt à castagner, tu vois. Chez les mammifères, on va avoir aussi des comportements qui sont comme ça très reconnaissables. Alors ça va dépendre des mammifères, mais par exemple, quand on va voir, je sais pas, chez le chevreuil, les oreilles qui commencent à se coucher un petit peu à l'arrière, et puis tout ce corps, ça c'est assez souvent la même chose chez tous les animaux, c'est quand on a le corps qui commence à se tendre, et bien là ça veut dire que il va se passer quelque chose. Donc là ça vaut le coup, avec ce déclenchement prédictif, de commencer à appuyer sur le déclencheur et être prêt comme ça à appuyer à fond dès que ça commence à partir, et souvent on appuie à fond, donc comme je disais tout à l'heure avec un petit peu de retard, mais comme on a la prise de vue prédictive, on est bon. Bon, merci évidemment Éric, qu'on connaît bien, puisqu'il est déjà venu nous partager sa science à ses micros il y a quelques temps. C'est un truc qu'on peut appeler, même si j'aime pas trop ce terme, game changer, ça, le pré-déclenchement en rafale. Alors ça permet en effet de faire des images qu'on aurait ratées sûrement à certains moments. D'autant plus si on est plutôt débutant. Après, comme le dit très bien Éric, à force de photographier les oiseaux, d'observer les oiseaux, on a des petits déclencheurs comme ça, donc comportementaux qui nous font dire attention, celui-là va bientôt décoller. Chez les hérons, clairement, on voit un léger fléchissement des pattes,
Et souvent, d'ailleurs, il y a éjection d'une petite fiente pour s'alléger et hop, le décollage se fait dans la suite. Donc ça, c'est des petits déclencheurs prédictifs. Quand on n'a pas l'habitude, c'est bien d'avoir ce prédéclenchement. Mais par exemple, je repense à une scène qu'on a photographiée quand j'étais dans le parc de Yellowstone avec des pigards encore. Il y a un pigard qui était dans un arbre et donc j'accompagnais des photographes, des gens. Tout le monde voulait le photographier au départ, à l'envol. On est resté 45 minutes à attendre qu'il s'envole parce que les pigards, ils passent 80% de leur temps perchés à attendre. Donc, c'est long. Et forcément, au bout de 45 minutes, tout le monde avait perdu l'attention. Enfin, ça demande beaucoup d'attention de photographier de l'animalier. Et à ce petit moment-là où voilà, on voit son cou qui commence à se rétracter, les plumes qui se resserrent, là, moi, je préviens tout le monde. Et le fait que les gens soient un peu moins attentifs, le déclenchement prédictif, ça leur permet d'avoir ces images que peut-être ils auraient ratées, quoi. Précisons quand même que cette techno, elle n'est pas propre à Canon, hein, et que tous les boîtiers aujourd'hui qui sortent l'utilisent. Il y a des modes pré-capture presque chez tout. Ouais. D'ailleurs, si je peux souligner, Canon, je crois que c'est sur les 2 derniers boîtiers, c'est 0,5 secondes de pré-enregistrement, on va dire, et la plupart sont à la seconde, sont un peu plus Oui, plus tout à fait, tout à fait. Après, on se retrouve quand même avec des batteries d'images, mais bon, on est d'accord. Finalement, moins aussi que si on tentait à chaque fois, on se dit il va décoller, paf, on lance la rafale. Là, finalement, on déclenche plus la rafale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on pense qu'une scène va se produire mais qu'elle ne se produit pas, on déclenche que quand ça se produit. Donc finalement, ou quand après ça s'est produit. C'est ça qui est aussi intéressant. C'est comme si le fait de déclencher devenait juste un marqueur maintenant, quoi. C'est surtout que finalement, à la fin, en post-prod, on se retrouve avec le juste nombre d'images presque. Enfin, on a beaucoup moins de déchets, quoi. Après, c'est vrai que travailler à la mangeoire, on a plusieurs occasions. Des fois, dans la nature, on n'en a qu'une. Donc, c'est sûr qu'il ne faut pas la rater. Ça, c'est un outil qui... À travailler à la mangeoire, parce que on souriait un peu en écoutant les propos d'Eric qui parlait de la mangeoire. Mais ça reste quand même un incontournable, la mangeoire, non? Il ne faut pas le bannir en hiver. Ou c'est quoi ton point de vue? Il y en a plusieurs des points de vue. En fait, tout est dans l'intensité qu'on va y mettre. La mangeoire, c'est très très bien. Ça aide beaucoup d'oiseaux à passer l'hiver. Ça permet aussi de leur apporter un petit havre de paix vers chez soi, par exemple, de pouvoir réaliser des images. Mais pour beaucoup d'espèces, alors pas les espèces les plus communes, mais plutôt les hivernants qui vont arriver chez nous. Moi, vers chez moi, j'ai des gros becs, des choses comme ça. Donc, eux, ça les aide à passer l'hiver quand il est très rude. Il est de moins en moins rude chez moi. Bon, ok. Mais par contre, il ne faut pas continuer à nourrir toute l'année. Il y a des gens qui nourrissent toute l'année. Ce n'est pas une attitude qui, moi, en tant que biologiste, je trouve que ce n'est pas une attitude qui est correcte parce que ça habitue trop les oiseaux à venir se nourrir ici. Et du coup, ils perdent vraiment leur réflexe. Le jour où la personne arrête de les nourrir, il y en a beaucoup qui vont plus trouver de quoi se nourrir par eux-mêmes. Même s'ils sont très adaptatifs, les oiseaux, toutes les espèces ne sont pas égales, quoi. Alors, sans transition, comme pour la photographie de golf, la photographie d'oiseaux est l'un des rares cas sur lequel on peut voir apparaître des problèmes de rolling shutter. Et sur ce point, il y a quand même pas mal d'évolutions ces dernières années qui ont été faites, notamment l'utilisation de capteurs empilés, et si on pousse l'extrême, l'utilisation de capteurs à obturateur global. À quel moment on peut voir ce phénomène et est-ce que les capteurs empilés te permettent de te simplifier la vie sur ça? Oui, bien sûr. C'est moi, là où je l'ai concrètement vu sur le terrain, parce que je ne fais pas de golf, c'est quand j'ai photographié des colibris. Et là, clairement, la vitesse de battement des ailes du colibri... C'est la plus élevée, non? Au monde, c'est ce qui lui permet de rester statique ou il y a des espèces qui... Je pense que ça doit être dans les plus élevés, mais vu que j'en suis pas sûr, je n'affirmerai pas là, pour le coup. Et j'ai des images, notamment, que j'avais faites avec un R6, où j'ai du rolling shutter, j'ai des ailes de colibri très esthétiques, mais très déformées, quoi, qui n'ont absolument rien à voir avec l'anatomie du colibri. Après, c'est vraiment pour des espèces un peu extrêmes. La plupart du temps, j'ai pas eu trop de soucis. Maintenant, avec les capteurs empilés actuels, à partir du R3, déjà, ça commençait à bien diminuer le rolling shutter. Et là, sur du R5 Mark II, j'ai pas eu l'occasion d'essayer un R1. Sur de l'oiseau, en tout cas, qui est quand même moins rapide que le golf, je pense, on n'en a pas, quoi. Bon, maintenant, on va entrer dans la technique pure et dure de prise de vue. Faire de la photographie d'oiseaux, ça ne veut pas dire grand-chose en soi. Et l'une des premières problématiques à laquelle on va se confronter, c'est naturellement le cadrage. Portrait ou paysage, il faut choisir et s'adapter, comme nous l'explique la photographe Virginie Georges, journaliste pour le magazine Images et Nature. On l'écoute.
Alors c'est vrai qu'on peut, cadrer de façon très différente selon le style qu'on veut donner à sa photographie, mais aussi en fonction de l'oiseau lui-même. C'est-à-dire qu'il y a des oiseaux qui se laissent plus approcher que d'autres. Donc sur un oiseau très craintif, il va falloir, cadrer, en paysage en l'intégrant, vraiment dans son décor, dans son environnement naturel. Alors que sur certains oiseaux, qui sont, plus faciles d'accès, on va dire, on peut envisager vraiment du portrait avec, même, beaucoup de détails dans le plumage, dans le regard, dans le bec. Mais ça va être, dépendant de certaines espèces et puis, en fonction de l'environnement dans lequel ils vivent. C'est-à-dire que si les oiseaux sont en pleine nature, ils sont plus difficiles à approcher que les oiseaux qui vivent dans des parcs, dans des jardins ou sur la plage ou, même dans notre jardin à nous. Les oiseaux, lorsqu'ils sont, habitués à l'espèce humaine, mais ça c'est valable pour tous les animaux en fait sauvages, lorsqu'ils sont habitués à l'espèce humaine, ils se laissent plus facilement approcher, d'une part. Ensuite, d'autre part, ce qui est important, c'est la longueur de la focale qu'on utilise. Plus la focale va être importante, plus on va pouvoir faire forcément du cadrage serré. Après, tout dépend du rendu que l'on souhaite donner à la photo, si on veut de la photo plus, style paysage ou plus portrait. Du coup, toi, Denis, t'es plutôt portrait, t'es plutôt paysage, t'es plutôt scène posée ou t'es plutôt action quand tu shootes des oiseaux? Alors moi, j'aime pas me restreindre. Je pense qu'en fait, en fonction de ce qu'on veut faire et de l'intention qu'on a envie de mettre dans l'image, c'est vrai que c'est dépendant de l'oiseau, c'est dépendant de son environnement, mais il faut pas se restreindre, il faut tout faire. Moi, par exemple, j'adore, j'ai fait des photos de la gopette des saules au Yukon dans la neige. J'ai fait des portraits serrés. Bien sûr, parce que c'était intéressant, c'était des animaux qui n'étaient pas trop farouches. J'avais un gros télé, j'avais un 800 avec moi, mais j'ai aussi fait des scènes au 70-200 où l'oiseau, il est intégré dans son milieu, on le voit quasiment pas, parce qu'il y a un côté esthétique indéniable. Je pense que en fait, il faut absolument respecter l'oiseau dans le sens où un oiseau qui est farouche, faut pas vouloir l'approcher, ça c'est sûr. Je pense qu'on y reviendra après, mais c'est quand même quelque chose d'assez essentiel. Mais après, si on a la chance d'avoir, notamment on revient toujours à la même chose, mais dans certains pays où on a la chance d'avoir des oiseaux qui sont très peu farouches, et ben, il faut pas se priver, il faut faire des photos. Moi, j'ai fait des photos grand angle d'oiseaux parce que c'est génial. Ça. On a l'oiseau au premier plan qui est hyper proche, qui prend un tiers de l'image et on a tout son environnement derrière. C'est super. Tout comme c'est super intéressant de faire un portrait serré où on voit le détail des plumes, on voit les yeux, on voit tout, quoi. Mais est-ce que le fait de ne pas se restreindre, ça veut dire qu'il faut fatalement avoir deux boîtiers? Parce que tu parlais tout à l'heure de la rotule pendulaire avec le pied, c'est une restriction. C'est-à-dire que si l'oiseau s'envole et va dans une direction, à un moment, tu te retrouves contraint et tu peux pas forcément le suivre. Donc, est-ce que ça veut dire qu'à tout moment, tu es prêt à choper ton deuxième boîtier, soit pour faire du grand angle, soit pour faire autre chose? Ouais, j'ai toujours un deuxième boîtier équipé d'une optique plus large, donc grand angle ou petit télé, ça dépend de la distance à laquelle je suis de mon oiseau. Et puis il faut bien avoir conscience que quand tu travailles avec un télé, c'est parce que c'est un oiseau que tu ne peux pas approcher, que tu es assez loin de lui. Donc de toute façon, tu n'as pas le choix, quoi. Quand on fait de la photographie d'oiseaux, on travaille avec la technique de l'affût, de l'approche, ou simplement on se balade avec un boîtier autour du cou? Là, pareil, il faut pas se restreindre. Moi, j'utilise tout. Ça dépend encore de ce que tu veux faire. Par exemple, si tu veux faire du martin-pêcheur, l'idée, c'est de prendre ta paire de jumelles, d'aller sur le terrain, de repérer quels sont ses perchoirs. Les martins-pêcheurs sont très casaniers. Ils ont leur trajet. Des fois, ils ont même leur timing en fonction des saisons. Ils passent à tel endroit. Parce que pour eux, en fait, faut se mettre dans la tête de l'oiseau. Pourquoi il vient sur ce perchoir à cette heure-ci? Tout simplement parce que le soleil, il a bougé et que quand il est là à cette heure-ci, il n'a pas les reflets du soleil qui brillent sur l'eau et il voit le fond et donc il sait qu'il va pouvoir pêcher ou pas à cet endroit-là. Tout ça, c'est des petites choses qu'on apprend quand on est sur le terrain à force de voir les oiseaux et les animaux. Et donc voilà, un martin-pêcheur, l'affût, c'est l'idéal. On est là, on est posé, on est relativement près de lui. C'est pas un oiseau trop farouche. Moi, j'ai même un martin-pêcheur qui s'est posé sur le toit de mon affût. Enfin, je veux dire, voilà, là, c'est l'idéal, c'est l'affût. C'est pas pratique ça pour le photographier. Non, après, il faut sortir le smartphone. Ouais. Non, mais tu fais connaissance. Et après, par contre, il y a des oiseaux, comme quand tu vas en montagne, voilà, là, c'est de l'approche sur du lagopède, par exemple.
Là, tu es obligé de partir, de marcher, te trimballer le sac avec ton camouflage parce que malgré tout, c'est des oiseaux qui sont farouches. Il va falloir rester loin pour ne pas les déranger. C'est des oiseaux farouches et fragiles. Donc, en fait, en fonction de l'espèce que tu vas vouloir photographier, il faudra que tu adaptes ton comportement et tes techniques. Puis il y a pas mal aussi de parcs ornithologiques dans lesquels sont déjà préinstallés des zones d'affût hyper faciles d'accès, hyper confortables, sur des points de vue absolument fantastiques. Comment on fonctionne techniquement dans un affût? On a son boîtier qui est toujours allumé, on a le doigt sur le déclencheur en permanence, on balaye, on est à la jumelle. Enfin, on- C'est exactement ça, hein. Dans la pratique, en fait, donc il y a des très très bons endroits, notamment en Camargue, mais aussi dans le Marcanterre. Enfin, il y a plein d'endroits qui sont adaptés à l'observation et quelques-uns à la photographie, parce que bon, on a des gros télés, il faut que les fentes prévues dans les affûts soient assez larges. On peut aller aussi, je pense en Camargue, il y a le Pont de Gau, qui est un endroit ouais, très connu, ouais. qui est assez génial aussi pour faire de la photo d'oiseaux à tout niveau, même en tant que débutant. Voilà, 1,50 m devant toi, t'as des C'est flamants roses, quoi. voilà, Enfin, c'est fou, c'est hein. de la macro presque. Ouais. Mais du coup, ouais, quand on est dans un affût comme ça, qu'on a la chance d'être tout seul le matin tôt, en général, le boîtier, il est allumé, il se met en veille tout seul. Il y a juste besoin de réactiver le déclencheur pour le réveiller. Et on a la paire de jumelles rivée sur les yeux pour voir un petit peu ce qui arrive, ce qui se passe. Des oiseaux comme des canards, c'est facile à les voir. Mais après, quand on a des rousserolles ou encore mieux des mésanges rémises, voilà, quoi, c'est des petits oiseaux, il faut les voir, il faut être à l'affût. Est-ce que tu peux nous sensibiliser rapidement sur le fait qu'il faut faire extrêmement attention à son impact et au respect du bien-être animal? Alors ça, je pense que ce serait la règle de tout photographe animalier. La première règle à respecter, c'est l'animal, quoi. La photo ne prend pas le dessus sur le bien-être de l'animal et sur sa protection, quoi. Il y a eu dans les années 90-2000 pas mal de photos qui ont posé des problèmes parce que c'était des photos faites au nid avec des busards, enfin bon, qu'on provoquait la perte de la nichée quand même. Enfin, il y a eu tout un tas de trucs un petit peu dans le monde entier comme ça parce que on voulait la photo pour tel concours, pour ci, pour ça. Ça, je pense que c'est complètement dépassé. Il faut qu'on aille au-delà de ça. La problématique, c'est qu'il y a peu de gens qui font de la photo de nature qui sont issus du monde de la nature, enfin des naturalistes, on va dire. Donc, la plupart du temps, c'est l'inverse. C'est des gens qui aiment la photo, qui aiment la nature et qui se disent je vais faire de la photo de nature. Ces gens-là, ils ont besoin d'être éduqués. Donc, il y a des assos qui font ça. Il y a plein de choses, hein. Si on veut vraiment s'éduquer, comprendre les animaux, il y a plein de choses qui existent. Et donc, la première chose à faire, c'est observer les comportements. Un animal... son comportement, il va changer dès qu'on va être dans sa bulle, ce qu'on appelle sa sphère de territoire. Dès qu'on va être dedans et qu'on va être trop près, il va nous le faire savoir. Il y a des petits détails, pour les mammifères, c'est les oreilles, pour les oiseaux, ça va être les plumes. Enfin bon, il y a plein de choses. Ça, faut savoir, faut essayer d'apprendre à les lire. Parce que si on dérange un oiseau, on met sa survie en danger, parce que lui, ça lui fera, d'autant plus en hiver, ça lui fera consommer de l'énergie inutilement. Et deux, voilà quoi, il faut si on veut qu'il revienne le lendemain ou la semaine d'après, il faut le préserver, quoi. Il y a des chartes qui existent comme celle de l'IFAO avec une sorte de bonne conduite, code de bonne conduite. Mais est-ce que ces codes sont valables aussi bien en France qu'à l'étranger? Par exemple, tu parlais du Costa Rica. Est-ce que là-bas, la conscience est la même? Ou est-ce que les guides ont la même conscience que en France, par exemple? Alors, ouais, en parlant de charte, donc l'ILCP, l'association dont on parlait au début, a aussi sa charte éthique, qui est quasiment la même que l'IFAO. Quand on est dans un pays étranger, moi, ceux que je fais, notamment Amérique du Sud, Amérique centrale, tous les guides sont hyper stricts, même aux États-Unis. Aux États-Unis, ils sont déjà bien carrés, mais là-dessus, vraiment, ils sont insistants. L'animal passe avant tout. Ils n'hésitent pas à attraper quelqu'un, lui dire non, t'es trop près, tu recules, tu vas derrière. Le photographe qui accompagne un groupe, si on accompagne un groupe, est là aussi pour ça. Moi, ça m'arrive régulièrement de dire non, vous restez derrière moi, vous passez pas devant, vous vous approchez pas. Ça, c'est des ours avec des petits, vous les laissez loin. Ça, tel oiseau, il est farouche. Ça, c'est à nous, c'est notre job en fait, c'est à nous de le faire. Après, les gens qui vont dans ce genre de pays tout seuls, où moi je vois aussi des fois des groupes de certaines nationalités qui sont beaucoup moins précautionneux là-dessus, et ben voilà, quand on les voit, on est sur un spot en train de photographier des oiseaux, eux ils arrivent, ils font n'importe quoi, ils s'approchent trop près. Et les oiseaux toujours la tentation du selfie avec toutes les espèces. Il faut aller près, quoi. C'est un peu le problème des réseaux sociaux, quoi. Maintenant, les gens ils se rendent pas compte que c'est des animaux sauvages, c'est pas un zoo, quoi. Denis, c'est quoi la part de chance dans la photographie d'oiseaux? Parce que bon, c'est pas garanti, quoi. Il y a faut être très patient, faut être humble. Oui.
Humble et patient, oui, tout à fait. Après, je dirais que la part de chance, elle est variable. Plus on va préparer, notre coup, c'est-à-dire plus on va se renseigner sur l'espèce, on va se renseigner sur son comportement, sur comment elle utilise son habitat en fonction des saisons, parce que c'est très saisonnier aussi les oiseaux. Plus on va multiplier nos chances de les voir et de les photographier. Passer du temps, en fait, le facteur chance, il est lié au facteur temps que tu peux passer sur le terrain. Plus tu vas pouvoir passer du temps sur le terrain, connaître ton sujet, et plus tu auras de la chance de le photographier, quoi. Bon, au niveau des techniques de prise de vue, il y a un sujet qui est particulièrement délicat, on l'a évoqué, c'est la mise au point, l'autofocus. On vous propose d'écouter le témoignage du photographe Maxime Aliaga, ambassadeur Canon, qui nous offre ses conseils de réglage du système autofocus pour être paré à toutes les situations. Pour régler son autofocus pour la photographie d'oiseaux, oui, c'est important parce que maintenant on a des appareils photo qui sont certes très précis et performants, mais du coup qui offrent aussi un panel de réglage assez large. Donc il faut arriver à trouver le réglage qui convient par rapport à nos sujets. Et donc notamment là pour la photographie d'oiseaux. Donc je dirais alors après, ça va dépendre des appareils photo, mais tout du moins pour les appareils photo Canon, on peut régler la sensibilité du suivi. Par exemple, s'il passe derrière un objet, enfin derrière un arbre ou quelque chose comme ça, pour qu'il reste accroché, qu'il le perde pas, tout ça. Donc moi, j'ai tendance à mettre une faible sensibilité, ce qui va me permettre de rester accroché à mon sujet, entre guillemets. Ensuite, je trouve que c'est bien aussi maintenant, parce que bon, tous les boîtiers ont cette fameuse détection des yeux, détection du sujet, mais malgré que ça marche très bien, il y a toujours des situations où en fait l'autofocus, le focus va se faire à un endroit qui ne correspond pas forcément, où on n'a pas envie, ou sinon il est biaisé par des branches, par toutes sortes d'éléments. Donc moi, ce qui est très important pour moi, ce que je fais dans mes réglages, c'est que j'ai toujours les deux méthodes à portée de doigt. Donc je m'explique, c'est-à-dire que de manière standard, par défaut, on va dire, moi je fonctionne encore à l'ancienne, c'est-à-dire que je choisis mon collimateur plus ou moins grand, je vais bouger le joystick et je vais vraiment faire la mise au point exactement là où je veux. Par contre, si j'appuie, moi j'ai réglé par exemple le bouton AF On que j'ai à disposition au niveau du pouce. Si j'appuie sur cette touche, je vais passer en mode détection. Donc bien évidemment, la plupart du temps, je vais me mettre en mode détection parce que c'est le plus facile, c'est le plus précis, c'est le plus rapide. Mais si je vois que l'autofocus s'accroche pas ou qu'il fait pas la mise au point où je vais, j'ai juste à lâcher ce bouton-là et je fais ma mise au point à l'ancienne. Et ça, c'est quand même très important parce que quand on fait ce genre de photos d'animaux ou d'oiseaux, il faut être très réactif. C'est un peu la clé aussi de tout ça, c'est la réactivité. Donc, on n'a pas envie d'aller dans les menus pour changer telle ou telle chose. Il faut que tout soit à portée de main et qu'on puisse y accéder rapidement en une touche, en fait. Et ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne, c'est de bien optimiser vos réglages et surtout, d'essayer de même personnaliser les touches pour pouvoir accéder sans regarder, sans quitter l'œil en fait du viseur, pour changer ses réglages pour la situation auquel vous faites face, quoi. Alors je précise au passage que Maxime vient de sortir un e-book dédié au Canon EOS R5 Mark II qu'il propose au prix de 20 € sur son site internet maxime-aliaga.com. Bon, c'est vrai que ça devient quand même des usines à gaz, ces systèmes autofocus, toute intelligence artificielle qu'il y a dedans. Il y a quand même tout un tas de réglages. Je trouve ça rigolo de voir qu'ils programment quand même une touche pour revenir un peu à l'ancienne, collimateur central, roule ma poule. Des fois, ça marche aussi très bien, quoi. Ah, tu m'as carrément ôté le mot de la bouche. C'est vraiment ce que j'allais dire, c'est que c'est un peu des usines à gaz, nos boîtiers. Alors l'avantage, comme le souligne Max, c'est qu'ils sont maintenant complètement paramétrables. On peut changer quasiment pas tous les boutons, mais presque la fonction de tous les boutons pour les paramétrer à sa propre main, en fait, à sa propre habitude. Alors moi, j'utilise une méthode un petit peu différente de celle de Max, mais en gros, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que moi, j'ai complètement désolidarisé l'autofocus du déclencheur. Donc sur mon déclencheur, je garde que la mesure de la lumière et le déclenchement. Et tout l'AF, donc toutes les fonctions AF, je les ai mises sous le pouce. On a plusieurs boutons, moi j'en ai paramétré 3. Et il y en a un notamment que j'ai fait comme Max, que je laisse pour, on va dire,
le boîtier, l'intelligence artificielle, la reconnaissance des visages, des yeux, tout ça. Mais j'ai toujours le bouton d'à côté qui est le classique, qui me permet aussi de venir changer la taille de mes collimateurs, de les positionner où je veux avec mon joystick. Je garde les deux options sous le pouce parce qu'il est vrai que, par exemple, on prend un oiseau noir avec une tache un peu plus claire sur l'aile, l'autofocus, il va cibler la tache et pas la tête. Donc, c'est essentiel de pouvoir être très réactif. Enfin, de toute façon, Max le dit, hein, les oiseaux, c'est vif, ça bouge. Plus l'oiseau est petit, plus il va bouger vite. Il faut pouvoir, nous, en fait, oublier notre appareil et réagir sur le terrain aussi rapidement que l'oiseau, quoi. Ce côté usine à gaz, il n'a rien de nouveau hein, par rapport à la F. En revanche, le voir arriver sur une gamme comme le R5, donc notamment sur le R5 Mark II, ça, c'est plus nouveau quand même. Parce qu'aujourd'hui, le R5 Mark II, il n'a rien à l'envier au R1, au niveau de la F, quoi. Et ça, quand on l'essaye, c'est un peu déconcertant. Et c'est vrai que, pour le coup, ce qu'il dit, ce que toi, tu peux expliquer, c'est important parce qu'on peut vite se perdre dans les modules. Ça. Ouais, moi, j'ai même des photographes professionnels dans ma région qui sont venus me voir pour que je les aide à paramétrer leur R3, leur R5 à l'époque du R5, parce qu'ils étaient perdus, quoi. Les notices font 800 pages. Ouais. Elles sont hyper complexes et les réglages de la F sont très très subtil, très pointu. Là, on parle de la commodité de la F sous le pouce. Ouais. Mais après, dans les menus, il y a des sous-réglages, notamment, voilà, est-ce qu'il faut qu'il soit plus ou moins réactif, qu'il accroche le sujet, qu'il laisse passer, qui permettent de basculer d'un autre sujet à l'autre de manière manuelle ou pas. Enfin, tout ça, c'est vrai que c'est un peu complexe à régler. Par contre, une fois que c'est bien réglé, c'est des machines qui vraiment voient. C'est extraordinaire. Alors, si on veut essayer de réaliser des images un peu sensationnelles d'action, quel type de scène d'action on peut envisager avec les oiseaux et à quel moment on a le plus de chances de les voir dans notre viseur? Alors, les oiseaux ne sont pas avares en scène d'action, hein. On a bien sûr classiquement tous les envols qui sont toujours des scènes assez faciles à prévoir et assez sympas à photographier. Mais après, dès qu'on va se tourner vers des oiseaux qui vivent plutôt dans les zones humides, il y a toutes les scènes de pêche qui sont aussi pas si difficiles que ça. Donc, ce sera plutôt le matin ou le soir. Dans certains pays, ça arrive aussi, pays tropicaux qui chassent toute la journée, qui pêchent toute la journée. On peut avoir des pêches en journée. Ça, c'est des scènes qui sont toujours très, très sympas. On peut avoir après, moi j'ai photographié il n'y a pas très longtemps là, au Brésil un toucan qui venait boire dans une grande rivière. C'était super sympa. C'est mon oiseau préféré ever, le toucan. Ah, c'est beau, c'est très très beau le toucan. Ouais, c'était vachement sympa. Le fait, il a un très très grand bec qui l'handicape, mais quand il relève le bec, il y a toute la goutte d'eau qui vient faire un demi-cercle. C'est vraiment des super beaux moments. Et après, il y a toutes les chamailleries des petits oiseaux, bon, forcément à la mangeoire, mais il n'y a pas que ça. Dès qu'il y a un point d'eau en été, notamment, que ce soit en France, dans les pays chauds, dès qu'il y a un petit point d'eau, les oiseaux vont venir se regrouper là pour venir boire. Et là, il peut y avoir des belles chamailleries aussi. Après, les chasses en elles-mêmes, moi, j'ai pu observer plusieurs fois des chasses d'éperviers en plein sous-bois. C'est un truc extraordinaire à voir, hein. Mais ça bouge à une vitesse et c'est tellement imprévisible que c'est pas photographiable, quoi. Mais à voir, déjà, c'est quelque chose. Et après, il y a les pêches des grands rapaces. Chez nous, on a les balbuzards, mais dans d'autres pays, il y a aussi les pigargues, il y a les buses à tête blanche. Enfin, il y a plein d'autres oiseaux qui pêchent et c'est des rapaces qui pêchent. C'est assez impressionnant. Justement, tu disais pas photographiable. Là, on vient de parler de pas mal de nouvelles technologies, pré-déclenchement, la détection de sujets, etc. Est-ce qu'il y a des images aujourd'hui que tu parviens à faire que tu ne parvenais pas à faire avant ? Ouais. Ou est-ce que du coup ça t'ouvre un nouveau champ d'opportunité? Tu dis tiens, telle espèce que j'ai photographiée il y a 10 ans, je vais aller la refotographier parce que je vais avoir de meilleures images. Les deux, ouais, clairement. Il y a des images que j'avais fait il y a même pas 10 ans, mais même il y a 5-6 ans. Voilà, avec les technologies et les boîtiers qu'on a, avec la définition qu'ils ont, et la gestion aussi des hautes et basses lumières, ça c'est hyper important. On arrive à faire des choses qu'on ne faisait pas ou moins bien à l'époque. Maintenant, on a des images, voilà, quand on les compare, on se dit, ah bah oui, celle-là, elle est nettement mieux. Et puis, l'accès aux basses lumières, les très hauts ISO, ça nous permet de photographier avec une super belle définition, sans trop de bruit, presque au crépuscule, quoi, ou en sous-bois. C'est-à-dire, tu vas jusqu'où, toi, en ISO? Tu pousses jusqu'où? Je pousse beaucoup, moi. Classiquement, je pousse 25 600 ISO, ça me fait pas peur. Ah oui. J'ai même fait des photos à 40 000 ISO qui ont été publiées en double page dans des mags. Enfin, avec les logiciels qu'on a derrière qui retraitent les ISO, après, sur une impression à 3, quoi, double A4, ça passe sans problème, quoi, vraiment. Est-ce que tu as des petites anecdotes comme ça un peu marquantes à nous raconter en photographie d'oiseaux? Est-ce qu'il y a une espèce... une action, un moment, un peu comme la panthère des neiges, une espèce de saint graal de la photographie d'oiseaux qui est hyper difficile à
à obtenir? Ou un mangeoire dans ton jardin. Ouais, Alors, tu peux nous parler de ça aussi. Ouais. Non, j'ai pas de mangeoire dans mon jardin. Non, il y a une image qu'il y avait longtemps que j'avais envie de faire. J'avais vu en fait une photo d'un passereau, alors je sais plus trop lequel c'était, qui avait été photographié avec un très beau contre-jour, un fond sombre et sous une pluie, et on voyait donc les ailes avec la transparence dans les plumes, c'était vraiment magnifique. Et je m'étais toujours dit, un jour, il faudrait que je réussisse à photographier un oiseau comme ça. Et il y a quelques années, quand j'ai fait un séjour Yukon, Alaska, et donc dans un fjord, il y avait des pigargues qui mangeaient les saumons, les derniers saumons de l'année. Et en fait, donc c'était un fjord qui était assez encaissé. Et on avait un soleil couchant, et puis il s'était mis à pluvioter un peu. Et là, je me suis dit, mais c'est peut-être le moment d'essayer de réaliser cette photo. Et les pigargues, quand ils ont fini ce qu'ils ont à manger sur un saumon, ils laissent les restes en général aux grands corbeaux. Et là, on voit les grands corbeaux qui commencent à s'approcher de plus en plus près. Des fois, ils leur tirent les plumes, tout ça. Donc, on a fait des photos sympas. Et donc, on sait qu'à ce moment-là, au bout d'un moment, le pigargue va décoller. Donc là, on se prépare, on met les trépieds, la rotule, tout ça. Et puis, c'était pas vraiment de la pluie, c'était une espèce de bruine. Et je me dis, mais s'il décolle à ce moment-là, c'est magique, quoi. Et le pigargue a décollé. J'étais avec il y avait 2 personnes avec moi. On a suivi l'oiseau en vol, et sur toute la série où je sais pas, il y a 5 images, je crois, où il y a le fjord en arrière-plan. Du coup, ça fait un fond très sombre. J'ai le contre-jour qui, à travers les plumes et les petites gouttes d'eau qui brillent. La photo, elle est géniale. Sur la série, j'en ai 5. Il n'y en a qu'une où on voit bien sa tête, donc c'est celle que j'ai gardée. Mais c'était un moment magique où j'ai dit, oh yes, j'ai pu faire ce que je voulais faire, quoi. Et tu l'as publié? Ouais, elle est dans une expo aussi que j'ai fait tourner là, il n'y a pas très longtemps. Donc ouais, c'est une belle image. Bon. Allez, pour terminer et conclure, je vous propose d'écouter le témoignage de Jean-Jacques Fouquet, qui est administrateur et représentant légal de l'association Camera Natura, qui organise entre autres chaque année un grand concours de photographie d'oiseaux. C'est un concours qui est né d'un rapprochement avec la Ligue pour la protection des oiseaux et qui existe depuis 2020. C'est donc la 4e édition cette année. Et donc le concours oiseaux de l'année est en fait un non-concours, j'allais dire, dans la mesure où il n'y a plus de prix en numéraire. C'est simplement donc le fait de pouvoir, voilà, pour le photographe, montrer sa démarche en faveur de la nature, par exemple, et puis aussi avoir donc cette reconnaissance, voilà, de tout son travail d'approche de l'avifaune. Là, par exemple, cette année, on a reçu au total 680 photos. Donc, quand je dis 680 photos, c'est évidemment 680 participants dans la mesure où il y a une seule photo par photographe. Et nous avons donc opéré une présélection, et dans cette présélection, nous avons retenu 10 photos qui sont présentées en grand format lors du Festival international du film ornithologique de Minigoutte dans les Deux-Sèvres, durant les vacances de la Toussaint. Et puis ensuite, elles sont présentées, cette exposition grand format est présentée de manière itinérante. Par exemple, celle de l'an dernier, nous l'avons présentée au Muséum d'Orléans pour la biodiversité et l'environnement. Et ensuite, elle est allée, durant une bonne partie de l'été, au siège de la LPO à Rochefort. Et puis, par ailleurs, donc, la reconnaissance du photographe se retrouve aussi au travers du portfolio qui est publié dans la revue L'Oiseau Magazine, donc, ainsi que dans la revue de notre partenaire Images et Nature. Et pour finir, les photos des lauréats, entre guillemets, figurent dans le calendrier de la LPO. Donc, ça sera pour cette année dans le calendrier de 2026. Le prochain concours sera lancé le 15 avril 2025. Et pour concourir, ça se passe sur le site camera-natura.org et sur le site de la LPO, lpo.fr. Denis, est-ce que tu trouves que la photographie d'oiseaux est bien représentée dans les compétitions, on va appeler ça comme ça, nationales et internationales de photographie animalière? Ouais, globalement, ouais, je trouve qu'elles
que les oiseaux sont bien présents. Il y a des catégories spécialisées vraiment sur les oiseaux, sur le comportement même maintenant des oiseaux. Donc c'est deux catégories qui sont même séparées dans un même concours. Et ça, au niveau mondial, on trouve ça. Ouais. Est-ce que parmi les gens que tu peux croiser sur tes voyages photos que tu vas accompagner, il y a tous les âges en fait? Est-ce que ça touche autant les jeunes que les personnes un petit peu plus âgées? Alors, oui et non. Pas de langue de bois. Non, en théorie, de oui. loin, on peut avoir l'impression que la population est plutôt de l'autre côté de la balance, plutôt âgée, on va dire. Alors, elle est plutôt âgée, je pense que c'est plus parce que les voyages sont de plus en plus chers. C'est surtout ça, je pense, qui fait la différence, parce que je connais beaucoup de jeunes qui, de temps en temps, se font offrir le voyage, ou voilà, c'est un anniversaire, c'est un mariage, des choses comme ça, mais ils sont tout autant intéressés. C'est juste que financièrement, ils n'ont pas les moyens de se payer un voyage à 6 000 €, quoi. Bon, allez, on va conclure là-dessus. Merci beaucoup, Denis, d'avoir partagé tout ça avec nous et nos auditeurs.